Éric Monpetit, vous êtes professeur de sciences politiques à l'Université de Montréal. Vous avez écrit, fait des recherches sur la démocratie et les médias. On va se concentrer ici sur le populisme, plus exactement, qui est en pleine montée en Occident, et les médias. Et là, je vais commencer avec une citation de Christian Rioux dans une chronique du Devoir, le 14 octobre dernier. Je le cite. « Les journalistes ont beau jeu de dénoncer le populisme, alors que le système médiatique contribue à sa propagation en récompensant souvent le dénigrement de la politique et la petite phrase provocante. » Et là, en pensant à Trump, par exemple, on pourrait même dire la grande phrase provocante ou la phrase très provocante, a des cas un peu extrêmes parfois. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette phrase-là? Oui, je trouve que la citation est tout à fait pertinente. Puis au-delà de la phrase provocante, parce que c'est vrai que pour que l'article ou le reportage ait une valeur un peu de divertissement, la phrase provocante est importante, mais il y a beaucoup plus que ça. C'est-à-dire que le journaliste, dans la façon de construire son article, très souvent va nourrir un certain désillusionnement par rapport à l'élite, par rapport aux gouvernants. Et évidemment, le discours pluraliste se nourrit de ça. C'est-à-dire que le discours pluraliste est un discours qui oppose en quelque sorte le peuple authentique à une élite qui viendrait fourvoyer ce peuple authentique. Et donc les lecteurs qui, tous les jours, reçoivent des nouvelles concernant l'élite politique, les gouvernants qui développent des politiques publiques d'une façon discutable et douteuse, sont encouragés en quelque sorte à être désillusionnés par rapport à ce qui se passe en politique. Et donc le discours populiste est très parlant pour eux. Donc, ça serait dans la nature même du journalisme qui est ce chien de garde-là, pour reprendre cette expression-là, une espèce d'opposition, ce quatrième pouvoir, pardon, cette autre opposition au pouvoir, cette espèce de posture-là, d'emblée, positionnerait, nourrirait une forme de cynisme ou de désillusionnement par rapport à la chose publique. Il y a peut-être la posture, mais il y a plus que ça. Puis je ne voudrais pas non plus faire un procès d'intention aux journalistes qui, je pense, font leur travail de manière très consciencieuse. Puis c'est certainement pas dans leur intention de nourrir le cynisme, de nourrir le désillusionnement par rapport aux gouvernants, par rapport à l'État, et donc encourager le populisme. Mais non, la plupart des journalistes sont contre. Sont animés d'un idéalisme, absolument. Se posent en défenseurs de la démocratie, bien souvent. Mais ils ont des contraintes qui sont liées à l'entreprise dans laquelle ils travaillent. Donc, ils doivent couvrir un très grand nombre de sujets, et très souvent, ils n'ont simplement pas le temps de faire des recherches de fond. Donc, il y a très peu, on remarque très peu de couverture médiatique sur les enjeux de politique publique. Donc, des couvertures médiatiques qui expliqueraient les enjeux, leur complexité, qui expliqueraient qu'il peut y avoir différents points de vue qui sont légitimes sur ces questions de politique publique. On fait plutôt on va aller chercher un point de vue radical, puis on va aller chercher l'autre point de vue radical. J'exagère en disant point de vue radical. Donc, on va chercher les points de vue qui se démarquent le plus, en quelque sorte, provoquants. Oui. Et règle générale, on laisse parler les acteurs et on fait simplement citer les acteurs et ce qu'ils disent très souvent, pas tant sur la politique elle-même que sur leurs adversaires. Et donc, évidemment, ils n'ont pas intérêt à dire leurs adversaires ont raison, ils ont un point de vue légitime. Est-ce plutôt de prendre un point de vue très dévalorisant pour l'adversaire en question. Et donc, on a l'impression d'un débat très polarisé qui mène à des blocages absolument incroyables. Et donc, c'est une construction d'article, en quelque sorte, qui vient nourrir le cynisme. Je vois, mais en même temps, là, on voit une montée des populismes en Occident. Depuis quelques années, on pense au Front national en France, Nigel Farage avec l'UKIP qui a mené au Brexit, finalement, Donald Trump aux États-Unis, même Bernie Sanders à sa façon aussi, également aux États-Unis. Mais en même temps, le journalisme, c'est pas, lui, date de plusieurs décennies. Donc, c'est quelque chose d'assez récent, finalement, le populisme. Le journaliste, tel qu'on le pratique, se pratique comme ça, de façon depuis des années, depuis des décennies. Qu'est-ce qui expliquerait que, finalement, on a embarqué ou le journalisme aurait nourri soudainement ce populisme-là? Bien, le journalisme a quand même beaucoup évolué, a beaucoup changé au fil des ans. Vous trouvez? Bien, je pense que oui. Quand on pense qu'il y a encore, il y a à peu près 20 ans, les chaînes d'information continue n'existaient pas. Il n'y avait pas les médias sociaux sur lesquels les journalistes sont extrêmement présents. Donc, il y a eu beaucoup de changements. Je pense qu'il y a comme une accélération de la nouvelle, un besoin de nouvelles qui est beaucoup plus important qu'il était auparavant. Donc, je pense qu'il y a eu des changements de ce côté-là. Mais
Indépendamment de cela, Ouais. ça prend quand même un certain temps. Disons que ce n'est pas au premier article que le lecteur va devenir cynique. Donc, c'est après un cumul de nouvelles et de nouvelles qui viennent suggérer que l'élite fonctionne mal, qu'elle sert mal les intérêts de la population. Qu'elle est mal intentionnée à la Qu'elle- rigueur, ou ben, ça peut qu'elle a- suggérer oui, ça? Oui, Ouais. ou, disons, le premier article qui suggère qu'un politicien est corrompu, on ne va pas penser que tous les politiciens sont corrompus. Mais après un certain nombre d'articles, même s'il s'agit d'un très petit nombre de politiciens, on peut avoir l'impression, on peut développer cette impression qu'ils sont tous corrompus. Ouais. Donc, puis ça, on a bien vécu ça au Québec avec la commission Charbonneau qui a donné énormément Espèce d'effet de tache d'huile, matériel. hein. Effectivement, effectivement. Est-ce que vous auriez, ben là, vous parlez de la commission Charbonneau, est-ce que vous avez d'autres exemples proches de nous qui pourraient parler de ce rôle un peu dévalorisant à l'égard de la politique? Oui. Bien, moi, des j'ai journalistes? mené une recherche il y a quelques années sur la couverture médiatique au Québec des gaz de schiste. OK. Donc, un enjeu technique un peu complexe sur lequel, évidemment, on était très peu informés au Québec en 2010. J'ai examiné la couverture médiatique à partir de 2010. En 2010, les Québécois ne savaient à peu près rien de cet enjeu-là. Et quand on regarde le contenu des articles qui ont paru au Québec pendant cette période-là, il y a très, très peu d'informations sur le fond des choses, ce que disent un certain nombre de scientifiques, d'experts indépendants. Il y a beaucoup de choses sur ce que pensent certains écologistes, par exemple, de l'industrie qui viendraient ici, évidemment, exploiter cette ressource-là pour le plus grand mal, en fait, au détriment de l'environnement puis des populations locales, bien évidemment. Et de l'autre côté, il y a l'industrie qui, elle, évidemment, va démoniser les environnementalistes en disant qu'avec eux, c'est impossible de progresser, de faire tout projet de développement parce qu'ils s'opposent constamment. Donc, c'est un peu ça l'image qui se dégage de la couverture médiatique de cette période-là. Donc, très peu d'informations sur l'enjeu en tant que tel, sur ce que c'est effectivement la fracturation hydraulique, sur ses risques, mais beaucoup d'articles sur les promoteurs d'un côté et évidemment les opposants de l'autre. Et évidemment, qui sont dépeints d'un côté comme de l'autre comme étant les méchants. Un peu comme vous disiez au début de l'entretien, l'entrevue, vous disiez il y a une espèce de... On rentre plus dans le jeu politique que dans les politiques publiques. C'est ça, c'est un exemple de ça. C'est absolument ça. Puis on rentre dans le jeu politique aussi d'une manière où c'est seulement les points de vue extrêmes qu'on voit. C'est-à-dire c'est très souvent... La phrase provocante. Oui, effectivement. Et évidemment, les acteurs qui cherchent une couverture médiatique le savent très bien. Ils ont eux-mêmes intérêt à exagérer un peu, dépeindre l'autre comme étant plus noir qu'il l'est en réalité. Et puis, tous les acteurs modérés qui, eux, ne cherchent pas nécessairement la couverture médiatique, bien, eux, ils sont tout simplement absents du quelque chose de nuancé. Mais très souvent, ce sont les acteurs qui sont les plus nombreux dans les communautés de politique. Donc, ce n'est pas une représération juste de la réalité, c'est ça? Absolument. Et donc, nourrir les extrêmes, nourrir une forme de populisme, nourrir une forme des sentiments extrêmes, selon vous. Oui. Vous avez dit les médias changent, effectivement. Vous avez parlé des médias sociaux. Et là, c'est les journalistes, mais il y a aussi les politiciens qui s'accaparent de ça. Et là, on entend une expression qui revient souvent avec, encore une fois, la campagne de Donald Trump, l'ère post-factuelle. Comme si les médias, finalement, participaient et permettaient aux gens de vivre en silo et de se construire leur propre réalité. Est-ce que si vous êtes d'accord avec ça, est-ce que c'est quelque chose que vous voyez également? Avec les médias sociaux particulièrement. Là. Ce que je vois avec les médias sociaux, je suis très critique des médias conventionnels, mais je pense que c'est pire. En fait, je pense que les médias sociaux empirent les choses. C'est-à-dire que le média, au moins, fournit une espèce de filtre. Le journaliste est là pour, quand même, dans une certaine mesure, s'assurer que ce qui est diffusé a une certaine valeur. Alors que le média social enlève ce filtre complètement. Donc, on peut diffuser n'importe quoi, et c'est effectivement très souvent un peu n'importe quoi qui est diffusé. Donc, effectivement, je pense que les médias sociaux ajoutent au problème. Oui, donc on vit dans sa propre réalité qu'on se construit sur mesure en s'abonnant à tel compte. Effectivement, oui. Bien, comme ça, on a un peu décloisonné tout ça. Merci beaucoup, Éric Montpetit. Ça m'a fait plaisir.